Présente, je m'appelle Isabelle Kawi, consultante chez Cabinet DTS et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur le système de management de santé et de sécurité au travail avec notre consultant, Monsieur Mohamed Brada. Notre consultant, Monsieur Mohamed Brada, est un manager QHSE dans plusieurs multinationales, plus que 5 ans. Il a plus spécifiquement travaillé sur des problématiques et mis en place de systèmes de management intégrés qualité, sécurité, environnement, formation du personnel sur différentes thématiques liées au QHSE, mise en place des systèmes d'assurance et de contrôle qualité spécifiques, gestion des exigences qualité, sécurité, environnement des clients pour différents projets et élaboration du POI. Donc, étant aussi auditeur en ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001 et consultant formateur auprès de plusieurs organismes de formation marocains et internationaux depuis plus que 5 ans, 15 ans, ainsi qu'avec le ministère d'Industrie, ministère de l'Artisanat pour différents programmes en faveur de professionnels. Donc, Monsieur Morada, adjoint secrétaire général de l'Observatoire marocain d'hygiène, de sécurité et d'environnement, ainsi conférencier et membre de comité d'organisation de différents événements. Donc, مرحبا بك معنا Monsieur Brada. Donc, avant d'entamer notre thématique, je vais vous présenter notre cabinet. Donc, DDS est un cabinet spécialisé dans le conseil, l'accompagnement et la formation. Les formations sont encadrées par des experts ayant plus de 30 ans d'expérience dans différents domaines. Guidés par nos valeurs fondamentales, notre passion et notre expertise, nous collaborons avec nos clients pour sauver des vies et bâtir un avenir durable. Donc, concernant notre historique, en 2022, la création du cabinet DTS. En 2023, le lancement des formations avec les entreprises. En 2024, la signature de la convention avec la FIEP, la Fédération internationale des études professionnelles, et le lancement des formations diplômantes. Et en 2025, fête d'ouverture de notre bureau dans la ville de Sofia. Donc, concernant les axes d'intervention, à part le coaching et la formation, on a aussi l'accompagnement vers la mise en place des systèmes de management ISO, qualité, sécurité, environnement, interne et externe. Et on a aussi la partie digitalisation. Donc, nous avons des experts que nous accompagnent sur la partie QHSE, développement durable, la maintenance et aussi les soft skills. Donc, par rapport à nos démarches, on commence avec l'audit pour lancer un diagnostic de la situation. Et on propose des thématiques de formation aux équipes, puis on les conseille. Et on gère aussi le change management par rapport à tout ce qui est changement au sein des organisations. Et on peut aller vers le coaching et aussi vers l'excellence. Donc, nous avons des experts au niveau QHSE, incendie, mécanique hydraulique, soudage et chaudronnerie. On a aussi environnement et traitement des eaux.
Restauration et tourisme, électrique, électrotechnique. Et on a aussi les soft skills, achat, marketing et commercial. Donc, nous avons des consultants et des experts qui sont certifiés. C'est des organismes nationaux et internationaux. Par exemple, on a CNPP est un organisme français, NCR organisme américain et CVT est un organisme marocain. Donc, par rapport à nos services, on commence par l'analyse du besoin et le cadrage. Puis, on propose des solutions et on les valide. Et à la fin, on a l'accompagnement et le suivi, bien sûr. Donc, nous avons réussi à travailler avec des sous-traitants chez les grands clients, OCP, GESA, Managim, Lafarge aussi. Donc, on a réussi à faire des formations avec ces entreprises. Donc, grâce à notre partenariat avec la FIEP, les participants peuvent obtenir une certification reconnue à la fois au niveau national et international. Donc, il y a la partie diplômante et aussi la certification des métiers, toujours dans le cadre de notre convention avec la FIEP. Donc, concernant les conventions signées, on a le niveau qualifié, technicien, technicien supérieur, licence professionnelle, master professionnel et VAE, c'est la validation des acquis d'expérience. Donc, nous avons lancé quelques métiers comme le domaine QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, marketing digital, les ressources humaines, soudage et la mécanique hydraulique. Donc voilà notre centre Ayo Sophia. Nous avons deux salles de formation bien équipées et un espace de pratique. Donc dernièrement, on a réussi à travailler avec d'autres entreprises comme Optilink, Astri, OPM, Coin, Bewater et aussi École Belge. Et nous avons des partenaires. هاد الويبينار هاد خلينا نخدموا واحد الموضوع غادي يديروا دابا. On a un centre à Rabat et un centre à Casablanca. Donc, merci beaucoup pour votre attention et je passe la parole à Monsieur Brada. Merci. Merci beaucoup, Madame El Mekawi, pour cette introduction. Merci. Bonsoir à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous durant cette soirée du mois sacré. C'est un véritable plaisir d'être ici pour partager avec vous des informations clés sur le système de management de santé et sécurité au travail. Au cours de cette session, nous allons explorer comment mettre en place un système de management de santé et sécurité au travail, ainsi que les bénéfices que nous pouvons avoir en mettant en place ce système. Et j'espère que vous repartiez avec des idées concrètes et des outils utiles à appliquer dans votre activité professionnelle. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin de la présentation. Je serai ravi de répondre. Commençons sans plus tarder par voir le plan de ce webinaire qui sera comme suit. Donc, dans un premier temps, on va commencer par une petite introduction. Ensuite, on va parler des enjeux de la santé et sécurité au travail dans l'entreprise. Ensuite, on va décortiquer les exigences de la norme ISO 45001, la version 2018, à savoir le contexte de l'organisme, leadership, planification, support, opération, évaluation de performance, ainsi que l'amélioration en continu. On va vous proposer bien évidemment une démarche de mise en place de système management santé et sécurité au travail. Et on va terminer avec une conclusion. Donc déjà, pour commencer, peut-être il faut déjà définir c'est quoi un système de management. Un système de management de santé et sécurité, c'est une approche structurée gérant la santé et sécurité des processus de production de l'entreprise ou bien des services
connexes à la production ou une entreprise de service. Donc, ISO 45001 n'est sorti qu'en 2018, suite aux oppositions conjuguées de la France et autres pays tels que l'Allemagne, les États-Unis. Le processus de validation a beaucoup traîné. C'est pour ça qu'on a eu la norme ISO pour la santé et sécurité au travail qu'en 2018. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres clés en se basant sur une étude d'AFNOR qui montre un peu l'intérêt, pourquoi on doit instaurer un système de management de santé et sécurité au travail. Déjà, à savoir que 1 euro investi selon cette étude faite en 2016, en octobre 2016 par AFNOR, 1 euro investi dans la prévention des risques rapporte 2,2 euros. Peut-être ça peut apparaître un peu bizarre, surtout pour les personnes ou les directeurs généraux des entreprises qui pensent que la sécurité, c'est plus de dépenses et il n'y a pas un retour d'investissement. À savoir aussi, selon cette étude, que en ayant un système de management de santé et sécurité au travail, on peut avoir 3,5 fois de plus de créativité et d'innovation. On peut avoir encore plus 3,5 fois moins de turnover et 25% de moins d'absentéisme. Donc, pour revenir pour les normes. Donc, auparavant, on a dit que maintenant, on va travailler sur la norme ISO 45001, qui est la dernière et qui est de l'organisme ISO. Donc, mais auparavant, puisqu'il y avait un vide, ben, entre-temps, il y avait des normes ou des référentiels pour, au niveau d'autres pays. Par exemple, au niveau du Royaume-Uni, il y avait le PS 8800. Au niveau de l'Espagne, il y avait UNE 81 900 et suivante. Le Pays-Bas, il y avait une EPR 5001, ainsi de suite. Aussi, la norme qui était le plus connue, qui était appliquée au niveau Maroc ou au niveau plusieurs pays, c'était l'OSAS 18001, qui est un groupement autour du Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne, et qui était utilisé au niveau de plusieurs pays. Là, on peut voir une petite comparaison entre la dernière version 2007 de l'OSAS 18001 ainsi que l'ISO 45001 version 2018. Donc, pour l'introduction, le champ d'application, donc c'est kiff-kiff. Il y avait aussi les références et publications. C'était remplacé au niveau de l'ISO 45001 par référence normative. Terminologie et définition, c'est la même chose. Au niveau du chapitre, au niveau de l'OSAS 18001, on parlait de l'exigence de système de management de la santé et sécurité au niveau du chapitre 4, avec 4.1, 4.2, 4.3 jusqu'à 4.7. Et au niveau de 45001, il y a la structure HLS avec les chapitres de 4 jusqu'à 10 où il y a les exigences, à savoir le contexte de l'entreprise, la direction ou le leadership, la planification, l'assistance au support, fonctionnement, évaluation de performance, ainsi que l'amélioration. Maintenant, on va parler un peu des enjeux de la santé et sécurité au travail dans l'entreprise. Ben, via un système de management, on peut avoir plusieurs bénéfices, à savoir réduction des accidents de travail et des maladies professionnelles, meilleur climat social, confiance accrue dans les dirigeants, meilleure qualité de travail, amélioration de l'image de l'entreprise, plus grande fiabilité et meilleure proactivité du système productif de l'entreprise, ainsi que meilleure productivité par une plus grande implication de personnel. Autonomie accrue de l'entreprise en matière de santé et sécurité au travail, meilleur respect de la réglementation et réduction de risque pénal en cas d'accident. Et là, on peut citer l'exemple de l'accident de Rosamor en 2008, qui avait eu beaucoup de dégâts pour l'entreprise qui était fermée avec le prison et beaucoup de pénalités pour l'entreprise. Il y a aussi la cohérence accrue des méthodes de management facilitant un management intégré, démonstration d'un engagement réel de la direction en matière de sécurité et meilleure relation avec les organismes institutionnels, par exemple l'inspection de travail. Maintenant, on va décortiquer un peu les exigences de la norme ISO 45001. Donc, pour la norme
ainsi que l'ensemble des nouvelles normes, à savoir ISO 9001, ISO 14001, ainsi que les autres normes, ils ont une structure HLS, High Level Structure, composée de 10 chapitres. Avec les 3 premiers chapitres, c'est des généralités, à savoir domaine d'application, références normatives, termes et définitions. Et les exigences à partir de chapitre 4, contexte de l'organisme, leadership, planification, support, fonctionnement pour chapitre 8, ainsi que l'évaluation de performance et l'amélioration, comme chapitre 10. Commençons par le contexte de l'organisme. Peut-être l'entreprise peut se poser les questions, comment on peut commencer? D'où on peut commencer? Donc déjà, il faut comprendre le contexte de l'organisme. Comment on peut comprendre ça? C'est grâce à 4 choses. Dans un premier temps, il faut connaître et savoir les enjeux internes et externes de l'entreprise, connaître les exigences des parties intéressées pertinentes, ainsi que le domaine d'application de système, ainsi que la constitution de votre système qui est composé des processus, ainsi que de l'ensemble des procédures qui décrit votre système et votre activité. Il y a bien évidemment plusieurs outils qu'on peut utiliser pour définir et identifier les enjeux internes et externes, à savoir l'outil SWOT, qui est composé de forces et faiblesses pour déterminer les questions internes, ainsi que les opportunités et les menaces pour déterminer les questions externes. Il y a un autre outil qui est aussi connu, à savoir PESTEL. P, ça veut dire c'est politique. E, c'est économique, social, technologique, environnemental et légal. Sinon, on peut combiner entre les deux outils, à savoir utiliser SWOT d'une manière intégrale et pour déterminer les questions externes, à savoir les opportunités et les menaces, on peut les décortiquer encore plus pour être plus exhaustif possible en utilisant PESTEL. Via, ça veut dire que ça va être les opportunités politiques, les opportunités économiques, les opportunités sociales, les opportunités technologiques, ainsi de suite. Et vice-versa pour les menaces. Pour le chapitre 5, où il y a leadership et participation des travailleurs, donc, dans un premier temps, le top management, il doit démontrer son leadership et engagement. Et ça, en ayant les moyens et les ressources nécessaires, que ce soit humaines, financières, matérielles, pour réussir le système de management. Ainsi d'avoir une politique formalisée et communiquée, ainsi que les rôles et les responsabilités et les autorités, ainsi que consultation et participation des travailleurs. Peut-être on peut poser la question, comment on peut définir les rôles et les responsabilités et les autorités? Bien évidemment, on peut utiliser les organigrammes, on peut utiliser les fiches de poste, surtout les fiches de poste des personnes qui ont un impact sur le système management de santé et sécurité au travail. Et au niveau de leur fiche de poste, on doit décrire quels sont leurs rôles, leurs responsabilités, ainsi que les autorités qu'ils ont de la part du top management. Aussi, une chose qui est très importante au niveau de leadership et participation des travailleurs, et sur laquelle un point qui est différent un peu de la norme 1111801, c'est le fait que la norme insiste sur le fait qu'il y a consultation et participation des travailleurs. C'est une obligation de la norme qui insiste sur le fait de faire consulter et participer les travailleurs pour l'élaboration et l'animation de votre système de management au niveau de l'ensemble des étapes de votre système. Et là, peut-être la question qui peut se poser, comment on peut répondre à cette exigence? Comment on peut faire consultation et participation des travailleurs? Là, on peut utiliser par exemple le CHS, ça veut dire le Comité Hygiène, Sécurité, Environnement, là où il y a le top management représenté par le directeur général ou le DRH ou autre personne, ainsi que le médecin du travail, ainsi que les délégués ou les représentants syndicaux. Donc là, via le CHS, on peut avoir le processus de consultation et participation des travailleurs parce que le relais entre la direction et les opérateurs et les ouvriers et les salariés vont être
tout simplement les délégués ainsi que les représentants syndicaux s'il existe. Maintenant, on va passer au chapitre que peut-être on peut dire que c'est le plus important au niveau de votre système et c'est le cœur de votre système, c'est de définir et de planifier les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités, à savoir déjà identifier les dangers et évaluer les risques et les opportunités, ainsi que déterminer ensuite les exigences légales et autres exigences, et planifier les actions pour maîtriser à la fois les risques qui sont les risques non acceptables ou les non-conformités des exigences légales et autres exigences qu'on peut avoir ou détecter. Et là, on peut utiliser plusieurs méthodes. Il y a bien sûr des méthodes qu'on appelle inductives, à savoir la PR, ça veut dire l'analyse préliminaire des risques, l'arbre des conséquences, AMD ou AMDEC, l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets et criticité, la HAZOP, ça veut dire la Hazard and Operability, nœud papillon, MATS, Mozart, ainsi de suite. Sinon, on peut utiliser des méthodes déductives comme l'arbre des causes. Et là, pour les méthodes déductives, par exemple, l'arbre des causes, c'est plus utilisé lorsque l'incident ou l'accident est déjà réalisé. Donc là, lorsque on a eu accident ou incident, on peut analyser les causes et les risques via, par exemple, l'arbre des causes. Là, je vous propose une méthode un peu simplifiée, à savoir la démarche d'évaluation des risques en deux étapes. Commencer par analyse préliminaire, en identifiant via les tâches de différents postes de travail l'ensemble des dangers et risques, et ensuite évaluer l'ensemble des risques via plusieurs paramètres qu'on peut citer, par exemple gravité, la probabilité, ou la gravité et la fréquence, ainsi de suite. Donc ensuite, pour les risques non acceptables, on va élaborer un programme de prévention. On va mettre en œuvre les actions qu'on a planifiées et on va évaluer les risques suite aux actions pour voir est-ce que les actions planifiées, est-ce qu'ils étaient efficaces ou non. S'ils étaient vraiment efficaces, ben le risque qui était non acceptable, il doit devenir risque acceptable. Bien évidemment, avant ça, on doit préparer la démarche déjà dans un premier temps et dire quels sont les critères, c'est quoi le seuil d'acceptabilité pour dire est-ce que c'est un risque acceptable ou risque non acceptable, ainsi de suite. Et là, c'est un exemple, toujours pour évaluer, pour prioriser les actions de prévention. Et là, au niveau de ce tableau, on voit qu'on a utilisé deux paramètres, à savoir la gravité des dommages, qu'on peut donner à une échelle de 1 à 4, avec 1 c'est faible, 2 c'est moyen, 3 c'est grave et 4 c'est très grave. Ainsi que fréquence d'exposition ou probabilité peut-être, qui peut être sur une échelle de 1 à 4, avec 1 c'est faible, 2 c'est moyen, 3 c'est fréquent et 4 c'est très fréquent. Bien sûr, la criticité va être le produit de la gravité par la fréquence. On peut par exemple dire pour le rouge, c'est priorité numéro 1, de 9 à 16. Lorsqu'on a la criticité égale à 9 jusqu'à 16, ben, c'est la priorité numéro 1 pour notre plan d'action. Priorité numéro 2, lorsqu'on a en jaune de 4 à 8. Sinon, priorité numéro 3, de 1 à 3. Et là, par exemple, on peut dire que pour définition classique de criticité, comme on a dit, c'est égal G, gravité fois probabilité ou fréquence. Et là, via ce graphe, on peut voir que il y a les risques acceptables. C'est lorsque il y a moins de gravité et moins probabilité d'occurrence. Ben pour le déploiement de l'approche risque, on peut la synthétiser en 5 étapes. Déjà commencer par identifier et analyser les risques.
évaluer ensuite les risques analysés, définir un traitement approprié du risque, intégrer le traitement dans un plan d'action et mettre en œuvre l'action définie et évaluer l'efficacité du traitement. Deuxième partie que peut-être je vais vous citer une méthodologie, c'est veille légale et réglementaire. Ça veut dire que je vais vérifier est-ce que je suis conforme par rapport à l'ensemble des exigences réglementaires et je peux ajouter aussi les autres exigences des autres parties intéressées. Donc là, on peut commencer déjà par diagnostic, recenser les textes réglementaires et les exigences des autres parties intéressées, vérifier l'applicabilité de ces textes, est-ce qu'ils sont applicables à notre entreprise, oui ou non, et lorsque c'est applicable, vérifier la conformité, exigence par exigence, et ensuite, lorsque il y a une non-conformité, ben bien évidemment, il faut proposer un plan d'action pour devenir conforme. Ensuite, on va évaluer encore une fois la conformité et ça va être en boucle ce qu'on appelle le veille légale et réglementaire à chaque sortie d'un nouveau texte ou une nouvelle exigence. Deuxième partie où il y a la partie planification, c'est planifier les objectifs. Ben, il faut planifier les objectifs et aussi, surtout, planifier les actions pour atteindre les objectifs. Donc là, au niveau du chapitre 6, on a vu qu'il faut planifier les actions face aux risques et opportunités, ainsi que planifier les objectifs et les actions pour atteindre ces objectifs. Pour le chapitre 7, il y a plusieurs exigences, à savoir qu'il faut mettre en place les ressources nécessaires, ça veut dire les ressources humaines, financières, ainsi que matérielles pour réussir le projet et pour avoir un système de management effectif et efficace. Aussi, il faut avoir les compétences, la gestion des compétences. Et là, c'est une chose qui est très importante. C'est ce qu'on appelle, si on a des processus, par exemple, de ressources humaines. Comment on peut gérer les compétences? Peut-être que c'est une question qu'on peut citer. Ben, bien évidemment, au niveau de ressources humaines, il faut avoir déjà pour chaque poste les fiches de poste ainsi que les organigrammes. Lorsque c'est les inputs qu'on va utiliser pour recruter les personnes qui sont compétentes ou qui ont les compétences nécessaires pour occuper ce poste. Ensuite, si la personne, on a recruté ou on a déjà des personnes qui sont sur place au niveau des postes et qu'on juge qu'il manque encore des compétences, ben, il faut ajouter d'autres compétences via les formations, via le cadrage, l'encadrement, ainsi que surtout évaluer ces compétences, peut-être avec les entretiens individuels ou de groupe annuellement par les responsables hiérarchiques. Aussi, un élément qui est très important du système de management de santé et sécurité au travail, c'est la sensibilisation et la prise de conscience. Ça veut dire qu'on doit sensibiliser en continu sur plusieurs thématiques. Au minimum, par exemple, sensibiliser sur politique, santé et sécurité au travail, sensibiliser sur les objectifs de notre système, sensibiliser aussi sur l'impact des tâches ou l'impact de comportements humains sur notre système et sur nos performances. Aussi, il faut communiquer en interne et externe en ayant par exemple un plan de communication. Un plan de communication, que ce soit en interne ou externe, en spécifiant c'est quoi les sujets qu'on va aborder, avec quelle fréquence, avec quels moyens, c'est qui les cibles pour ces sujets de communication et qui est le responsable des communications. Enfin, il y a la partie au niveau de support de gestion des informations documentées. Peut-être la question qui peut se poser, c'est quoi les informations documentées obligatoires? Ben, il y a deux sortes d'informations documentées obligatoires. Il y a les informations obligatoires parce que la norme ISO 45001 l'exige. Par exemple, domaine d'application, c'est une information qui doit être documentée. Par exemple, politique, c'est une information qui doit être documentée, ainsi de suite.
Et il y a les informations documentées que l'entreprise elle-même juge nécessaires pour avoir un système de management de santé et sécurité efficace. Ensuite, il y a la partie réalisation des activités opérationnelles, chapitre 8. À commencer par planification et maîtrise opérationnelle pour gérer l'ensemble des risques. Pour gérer l'ensemble des risques, on doit proposer un plan d'action. Peut-être la question qui peut se poser, quel est le plan d'action qu'on doit proposer? Déjà, il faut peut-être se baser sur les 9 principes de prévention. Les 9 principes de prévention, à savoir qu'il faut éliminer le risque à la source, il faut changer l'outil ou le matériel ou la matière dangereuse par celle moins dangereuse, favoriser plus tout ce qui est action et équipement de protection collective sur tout ce qui est individuel, ainsi de suite. Ensuite, il faut avoir et gérer le pilotage de changement. Il faut savoir que les statistiques montrent que l'ensemble des accidents, ou la plupart des accidents qu'on peut avoir, 80%, c'est dû à l'être humain. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, il y a résistance au changement. Surtout lorsqu'on va instaurer un système de management de santé et sécurité au travail, ou on va changer des comportements ou l'organisation. Donc ça, il faut savoir comment le gérer, le programmer, le piloter et avoir un processus de pilotage de ce changement. Acquisition, aussi, il y a le parti acquisition des biens et services. Là, le système de management de santé et sécurité au travail, il insiste sur le fait que c'est pas le plus important de gérer juste les risques de l'entreprise et parfois sous-traiter certaines activités avec les risques et dire peut-être que l'entreprise s'en fiche un peu. Non, c'est pas vrai. En fait, il faut gérer aussi les risques des entreprises extérieures. Et là, il faut avoir un processus de gestion de l'ensemble des risques, de l'ensemble des risques des sous-traitants. Par exemple, on peut gérer les risques des sous-traitants via un plan de prévention, via le plan, ce qu'on appelle plan HSE ou autre. Enfin, au niveau de ce chapitre, il y a planification et maîtrise opérationnelle des situations d'urgence. Donc, il faut gérer les situations d'urgence. Comment gérer les situations d'urgence? Ça veut dire qu'il faut identifier quelles sont les situations d'urgence, préparer des réponses pour minimiser les dégâts. Et je pense que ma collègue Sarah, lors de l'ancien webinaire, a présenté en détail comment gérer les situations d'urgence. Donc, il faut avoir au niveau de la norme ISO 45001, il exige d'avoir des réponses déjà préparées. Il faut avoir des formations sur la manière comment on va gérer ces situations d'urgence, faire des exercices de simulation pour anticiper les erreurs ou les anomalies ou les dysfonctionnements de système et pour améliorer en continu notre manière de gérer ces situations d'urgence. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu tout ce qui est planification au niveau de chapitres 4, 5, 6 et 7. On a vu au niveau de chapitre 8 tout ce qui est réalisation du PDCA. Et maintenant, on va vérifier avec l'évaluation de performance via au niveau de chapitre 9, à savoir, il faut choisir qu'est-ce que l'entreprise juge nécessaire de surveiller, de mesurer, analyser et évaluer pour évaluer la performance. Par exemple, avoir des indicateurs pour l'ensemble des processus. Par exemple, avoir des rondes par les animateurs HSE avec, par exemple, vérification de niveau de pression, niveau de température, ainsi de suite. C'est l'entreprise elle-même, suite à l'analyse de risque, qu'elle va juger quels sont les paramètres ou les aspects qu'il faut surveiller et mesurer en permanence. Ensuite, il faut évaluer la conformité. Conformité par rapport à quoi? Par rapport aux exigences légales et autres exigences, à savoir les exigences des autres parties intéressées pertinentes, qu'on juge nécessaires et obligatoires pour évaluer. Il y a un autre outil, bien évidemment, pour évaluer les performances, à savoir les audits internes. Et bien évidemment, les audits internes peuvent soit se faire par des auditeurs externes,
mais c'est géré au niveau interne, soit préparer des auditeurs en interne en ayant des auditeurs compétents sur, ayant une formation sur la norme, à savoir ISO 45001, et sur les techniques d'audit, à savoir par exemple l'ISO 19011. Aussi, il y a un autre outil pour évaluer les performances, à savoir la revue de direction. Et là, c'est avec la direction générale et le top management et l'ensemble des pilotes processus où on présente l'ensemble des résultats de notre système pour voir est-ce que peut-être il y a des pistes d'amélioration, il y a des blocages que peut-être on a besoin de top management pour appuyer ou pour donner coup de pouce et donner l'exemplarité ou autre. Enfin, il y a la partie de l'amélioration. L'amélioration qui peut se faire via les opportunités d'amélioration et actions pour atteindre. Comment on peut avoir ces opportunités d'amélioration? Ben, bien évidemment, lorsqu'on fait des audits, peut-être il y a des écarts, des non-conformités. Ben, suite à ces écarts, il faut avoir un plan d'action. Et là, c'est des opportunités d'amélioration. Aussi, il y a au niveau de la revue de direction, il y a des propositions, que ce soit de la part de top management ou des pilotes processus, des actions ou des opportunités d'amélioration qu'il faut saisir. Il y a aussi via l'analyse des événements indésirables, des non-conformités et actions correctives. Lorsque il y a un événement indésirable ou accident de travail ou non-conformité ou réclamation client, il ne faut pas vouloir voir cela comme un frein, mais c'est plutôt un moyen pour améliorer en proposant des actions correctives, mais aussi pour mettre à jour notre analyse de risque, ainsi que proposer d'autres plans d'action pour être plus performants. Enfin, il y a le parti amélioration en faisant pas via que l'organisme doit améliorer en continu la pertinence, l'adéquation, l'effectivité et l'efficacité de son système en permanence via peut-être les cercles de processus, les réunions, boîtes à suggestions avec l'ensemble des salariés, où il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Là, on va passer à la dernière étape, c'est la démarche de mise en place et audit de certification ou de préparation pour l'ISO 45001. Déjà, il faut commencer au début par l'engagement de la direction. C'est pour cela qu'au niveau de la norme, elle parle pas juste de responsabilité de la direction, chose qui était au niveau de l'OSAS 18001, mais elle parle de quelque chose de plus fort, c'est le leadership. Ça veut dire il doit avoir l'engagement, mais aussi donner l'exemplarité pour un meilleur système de management. Ensuite, il faut faire un diagnostic pour voir l'état des lieux de notre système où on est. Ensuite, il y a la proposition de stratégie politique ainsi que les objectifs et proposition de système qui est composé de l'ensemble des processus, l'ensemble des procédures et instructions. Tout cela au niveau de partie planification. Ensuite, c'est la mise en œuvre de tout ce qu'on a planifié. Et enfin, c'est l'évaluation. Est-ce que ce qu'on a réalisé, avec ce qu'on a réalisé, on a atteint les objectifs et améliorer en continu, en boucle, avec l'amélioration continue. On arrive à la fin de notre webinaire avec, comme conclusion, on peut dire, vous m'écoutez? Allô? Monsieur Brada, oui. D'accord. Donc, comme j'ai dit, comme conclusion, on peut s'inspirer de PDCA. Planifier votre système et activité pour gérer vos risques. Faire ce que vous avez planifié afin d'atteindre vos objectifs. Contrôler l'effectivité et l'efficacité de votre système et enfin améliorer en continu vos performances afin d'assurer la durabilité et pérennité de votre activité en entreprise. Je vous remercie pour votre attention. On passe après, si vous avez bien évidemment des questions, vous avez posé et après je vais avoir l'occasion pour vous répondre. Merci à vous tous.
Merci beaucoup, Monsieur Brada, pour la qualité de votre présentation. Je vous en prie. Donc, passons maintenant aux questions. La première question, pour le volet des sous-traitants, quelle est l'exigence de la norme ISO 45001? Donnez-nous des exemples pour répondre à cette exigence. Ben pour la gestion des risques des sous-traitants, c'est ce qui est écrit au niveau du chapitre 8.1.4. Ce qui est exigé, c'est de gérer les risques et l'ensemble des risques et incidents qu'on peut avoir via la sous-traitance, gérer de la même manière. C'est la même manière qu'on doit gérer notre entreprise, on doit plus ou moins gérer le sous-traitant. Peut-être des exemples et des cas concrets, on peut utiliser, comme j'ai dit, un plan de prévention ou le plan HSE. Plan HSE, il peut être composé de plusieurs composantes, par exemple l'analyse de risque, par exemple les exigences réglementaires et l'évaluation de conformité, par exemple l'organisation au niveau du chantier ou pour le sous-traitant lorsqu'il travaille au niveau du site de l'entreprise, ainsi que d'autres composantes selon le cahier de charge de l'entreprise et selon le système de l'entreprise sous-traitante aussi. Autre question? Donc, la deuxième question, comment influencer la culture de la sécurité dans le cadre de système management de santé et de sécurité au travail selon ISO 45001? وإيمان ديري أنا بحسابي عفاك. Oui, Monsieur Fermeli, marhaba. Pardon, est-ce que vous pouvez répondre, reprendre la question, Iman? Oui, comment influencer la culture de la sécurité dans le cadre de système de management de santé et de sécurité au travail selon la norme ISO 45001? D'accord. Déjà, pour avoir la culture, c'est plusieurs composantes. Déjà, il faut avoir l'engagement et le leadership de top management. Parce que si on n'a pas l'engagement et le leadership, on ne peut pas réussir ce système. Après, pour l'autre personnel, lorsqu'il y a vraiment un leadership et l'engagement, ben, on peut utiliser plusieurs manières. Comme on peut dire que on peut utiliser, par exemple, le bâton et le carotte, ça veut dire inciter le personnel via peut-être des primes, via, par exemple, on a utilisé avec certaines entreprises, par exemple, des bonus, des primes. Peut-être il y a des journées santé sécurité avec l'arrivée des familles des salariés pour présenter les résultats des membres des salariés et ça va être une fierté pour l'ensemble des salariés. Donc on peut inciter le personnel et les impliquer par plusieurs manières. Et surtout, le personnel, ils sont impliqués de plus en plus lorsque le système, il est composé avec leurs idées aussi. Lorsque vous arrivez avec un système qui est copié-collé et vous voulez instaurer le système, ben, le personnel, il y aura résistance au changement. Et ils ne veulent pas appliquer le système parce qu'on n'a pas pris en compte les contraintes qu'ils ont sur le terrain. C'est pour cela que j'insiste sur le fait toujours faire participer les travailleurs lorsque on veut composer notre système. Plus, c'est eux qui ont composé le système, ils ont participé depuis le début au niveau de ce système, plus il y aura cette culture de santé et sécurité à partir du top management jusqu'à l'ensemble des salariés. D'accord, merci. Donc, concernant la troisième question, comment s'assurer que les formations en SST sont accessibles à tous les employés, y compris les travailleurs temporaires et les sous-traitants? Ben, déjà, au niveau, par exemple, pour les formations, là, il y a certaines entreprises qui utilisent un processus qu'on appelle le processus de ressources humaines. Et pour la gestion de ce processus, on a dit qu'au niveau du chapitre 9, il faut décider c'est quoi, qu'est-ce qu'on va surveiller, qu'est-ce qu'on doit mesurer. Et là, par exemple, on peut proposer des indicateurs de suivi des formations. Par exemple, le nombre d'heures de formation sur tout ce qui est santé et sécurité au travail, le nombre de personnels formés sur la santé et sécurité au travail
le nombre de recyclage des formations santé et sécurité au travail. On peut faire composer plusieurs indicateurs, comme on veut, selon les objectifs qu'on peut avoir. Et là, on peut suivre, bien évidemment, selon la question, suivre, par exemple, est-ce que réellement il y a un programme d'ingénierie de formation, est-ce qu'il est réalisé? Évaluer par la suite, est-ce que les formations étaient efficaces? Est-ce que ça répond aux besoins? Est-ce que réellement ces formations ont rapporté une valeur ajoutée pour l'ensemble personnel? Ben, tout ça, on peut le mesurer avec des indicateurs ou autres. Autre Question question? suivante. Oui, est-ce qu'on peut utiliser la courbe de Bartley comme un aide pour mettre en place le système 45001? Bien sûr, l'ensemble des techniques qu'on peut utiliser sont bienvenues. Ça dépend, dans un premier temps, comme j'ai insisté au début, du contexte de l'organisme. Déjà, c'est quoi le degré de maturité au niveau de l'entreprise? Ben, il y a certaines techniques qu'on peut utiliser au début, d'autres qu'on ne peut pas utiliser avec un système de management qui est un peu novice, qui est nouveau. Donc, il faut patienter, avoir un peu le temps, et après, bien évidemment, on peut l'utiliser comme proposé par le monsieur. Question suivante. Quelles formations ou certifications sont nécessaires pour assurer la sécurité des employés dans un lieu de travail à haut risque? Ben, déjà, il faut commencer par définir c'est quoi l'ensemble des risques au niveau de cette plateforme ou cette entreprise. Lorsque on identifie l'ensemble des risques, lorsque on évalue l'ensemble des risques et on fait la priorisation de l'ensemble des risques, ben on peut dire voilà l'ensemble des risques, des hauts risques ou des risques non acceptables, et voilà comment on peut gérer. Ben, on peut gérer ça par plusieurs habilitations, par exemple pour les risques électriques, pour les travaux électriques, habilitation par exemple pour conduite des engins, que ce soit les grues, que ce soit pour les nacelles ou autres engins. Par exemple, habilitation pour travail en hauteur, ainsi de suite. Donc, ça dépend de l'activité, ça dépend des risques identifiés. On peut voir c'est quoi les habilitations, c'est quoi les autorisations qu'il faut avoir au niveau de notre système. Monsieur Habib, à vous la parole. أولا مساء الخير على الجميع. تبارك الله عليك أستاذي العزيز. Allah يبارك فيك سي الحبيب. شنقول لك تقريبا vous avez évoqué ce qui concerne l'ISO 45001. Malgré ses avantages, réduction des risques d'accidents et de maladies, amélioration de la conformité légale, diminution des coûts liés aux accidents de travail, engagement des employés et meilleure culture de sécurité, renforcement de l'image de l'entreprise. L'ISO 45001 peut être appliqué à toutes les entreprises. Permettez-moi de vous poser une simple question. Combien d'entreprises au Maroc approximativement ont appliqué cette norme, étant donné que elle les aidera ou bien elle les aide à l'identification et évaluation des risques, à la participation des travailleurs, à l'objectif et plan d'amélioration continue. Comme vous l'avez dit, par exemple, dans l'électricité, il y a l'habilitation électrique. Dans les engins, on habilite les gens à mieux conduire, à les sensibiliser. Donc, l'ISO 45001 est vraiment, c'est un ISO qui a remplacé, je crois, 18001 plus l'autre, je crois, qui intègre même l'ISO 9001 de la qualité et l'environnement. De toute façon, je répète ma question. تقريبا شحال ديال لي زونتربريز عندنا في المغرب ديجا تونجاجاو في هذا 45001 d'après vous. Et merci bien.
Merci, Sil Habib, pour votre intervention. Ben, sincèrement, pour être franc avec vous, j'ai pas les chiffres. Peut-être c'est les organismes de certification qui peuvent avoir d'une manière un peu séparée. Il faut regrouper l'ensemble des organismes de certification et voir chacun c'est quoi le nombre des entreprises certifiées ISO 45001 et faire la somme. Jusqu'à maintenant, j'ai pas de chiffres, mais ce que je peux assurer que de plus en plus, il y a des entreprises qui visent à avoir un système de management de santé et sécurité au travail. De plus en plus, pourquoi? Parce que déjà, il y a les donneurs d'ordre qui exigent d'avoir des systèmes de management de santé et sécurité au travail, parce que déjà la réglementation évolue et parce que il y a le top management et le leadership, de plus en plus, ils sont conscients. Donc, il y en a certains qu'ils veulent être certifiés pour avoir un atout commercial. Il y en a d'autres parce que ils ont compris l'importance d'avoir un système de management de santé et sécurité au travail. Et il y en a d'autres parce que les clients l'exigent. Et pour avoir les marchés, ben, ils ont l'obligation d'avoir ce système. سي براده خليني نقول لك جبتي لافير ديال enfin l'incident ديال روزامور qui était je crois en 2008 ou 2009 je me rappelle plus 2008, 2008. 2008 oui 2008 c'était un incident grave très grave مشات فيه 300 personnes تقريبا وهذا rien que les petites règles de sécurité ما كانوش Oui, oui. ليزين ديال الماده قابله للاشتعال لي بوند وما عندهمش حتى شي حاجه اللي هي ميم با لي سورتي دو سوكور ميم با سيتي غراف مي علاش قلت انا روزامور وتفكرتها ملي قلتيها لان وقعوا مشاكل عاوتاني اخرين في دي فيل كوم طونجي كوم تطوان كوم كازاميم ديال باغ اكزومبل لا طونجي فاش هجم عليهم الماء في اونيزين مديوره تحت اللاكاب اي انسي دو سويت لو كان هاد الناس كانوا انسيتي باش يكونوا راه دي غروند اونتربريز هادو راه كاينه اللي مخدمه دونك فايته 50 بيرسون دونك راها كبيره راه اونتربريز كبيره اي مالغري سا لي بوتيت ريغل دو سيكوريتي ما كاينينش مما كيخلينا نتعجبوا ها هي دارت 2008 nous sommes en 2025 déjà 17 ans تقريبا ولا شنو هي تقريبا وي تقريبا 17 16 ans Si le Habib, وي خويا si vous me permettez. Ben, déjà, j'ai fait l'accompagnement et la formation pour plusieurs entreprises. Et je peux témoigner que depuis, par exemple, juste 2008 jusqu'à maintenant, il y a grande évolution. Certes, والحمد il y a لله encore beaucoup de trajets à faire, mais ça الحمد لله n'empêche qu'il y a beaucoup d'évolution. Déjà, il faut savoir que pour les entreprises, il n'y a pas, pour la norme, être certifié ou non, c'est facultatif. C'est un choix que l'entreprise peut faire. Mais se conformer par rapport à la réglementation, et qui est de plus en plus colossale, plus il y a des choses importantes au niveau de la réglementation, et que pour les entreprises qui sont hors loi, qui ne sont pas conformes, ben, il y a le risque tout simplement d'avoir des pénalités. Il y a aussi le risque d'avoir la fermeture de l'entreprise carrément, comme l'exemple de Rosamor qu'on a cité. Il y avait la fermeture de l'entreprise. Il y avait aussi une prison pour les dirigeants. Et ça, pour montrer au top management que c'est pas juste un choix de suivre et de faire la santé et sécurité au travail, mais c'est une obligation. Aussi, parmi les outils qu'on a utilisés avec certaines entreprises, c'est le fait, avec les patrons, il faut parler toujours argent. Qu'est-ce qu'on va gagner en instaurant un système de santé et sécurité au travail? Bah, avec certaines entreprises, on a ramené les assureurs et ils ont chiffré c'est quoi les coûts directs et indirects qu'ils payent pour les accidents qu'ils ont, avec les cas réels de l'entreprise. Ben, le top management, avec l'ensemble des directeurs de production, de commercial, etc., ben, ils étaient étonnés des chiffres. Et par la suite, ils ont eu beaucoup d'attention à faire appliquer la sécurité. Donc ça, je donne toujours le conseil pour les nouveaux responsables HSE, comment vous pouvez inciter le leadership
à faire participer et adhérer? Ben, bien évidemment, en parlant d'argent, qu'est-ce qu'il peut gagner? Et comme j'ai montré au niveau de l'introduction, l'étude de DAFNOR montre que 1 euro investi ben, va donner comme retour d'investissement 2,2 euros. Merci beaucoup, Monsieur El Habib. Donc, la question suivante, pouvez-vous nous donner des exemples d'indicateurs à part le taux de fréquence et de gravité? À part taux de fréquence, taux de gravité, ben, on peut avoir par exemple le nombre d'incidents. On peut avoir par exemple le nombre de jours avec arrêt. On peut avoir le nombre d'anomalies détectées au niveau des entreprises. On peut avoir par exemple le nombre des non-conformités ou le nombre des réclamations clients sur santé et sécurité au travail. On peut avoir à partie côté formation, combien d'heures de formation pour santé et sécurité au travail, combien de personnes formées sur santé et sécurité au travail. On peut avoir une multitude d'indicateurs selon l'entreprise, selon l'activité et selon les processus qu'ils ont. La question suivante, y a-t-il de nouveau dans ce système pour convaincre le top management de son importance dans des projets qui sont souvent caractérisés par une fast track? Oui, bien évidemment. Ben, déjà, si on compare l'OSAS 18001, ben, auparavant, on parlait de la responsabilité de la direction. Et au niveau de l'ISO 45001 version 2018, on ne parle pas de responsabilité de la direction, mais on parle de leadership. Le mot leadership, c'est plus fort. Donc, du coup, c'est le fait que normalement, le rôle de top management, c'est pas juste de donner les moyens, les ressources humaines et financières, mais c'est sûr, c'est être eux-mêmes les garants de l'efficacité du système. C'est eux les garants s'il y a un dysfonctionnement ou autre. C'est eux les premiers garants. Et c'est là, normalement, lorsque on fait les audits externes ou les audits de certification, ben, on vérifie est-ce que réellement il y a implication de top management et leadership. Est-ce qu'il y en a ou non? Est-ce que les échos qu'on a aussi pour la version 2026 qui va sortir peut-être l'année prochaine pour l'ISO 45001, peut-être, ben peut-être il y aura aussi davantage, on peut améliorer et parler davantage sur le leadership. Madame Kerry, Madame Iman? Oui, un exemple d'indicateur pour mesurer l'efficacité des formations et sensibilisation. Ben, par exemple, on peut faire, si par exemple on fait des sensibilisations sur des thématiques X ou Y, ben, on peut par exemple faire des audits terrain et demander aux personnes directement qu'est-ce qu'ils ont retenu. Et selon les réponses, ben, on peut citer des scores et dire sur un ensemble de 100 personnes, par exemple, questionnées, le pourcentage des personnes qui ont pu répondre et qui maîtrisent un peu la thématique. Par exemple, ça c'est un exemple d'indicateur. Le fonctionnement et la démarche du système fait-il l'objet d'un contrôle externe par d'autres organisations? Pardon? Est-ce Le que vous pouvez fonctionnement et répéter? le fonctionnement et la démarche du système fait-il l'objet d'un contrôle externe par d'autres organisations? Ben déjà, pour être certifié, si on a un système de management de santé et sécurité au travail, ben déjà, il va être audité par des auditeurs tierces parties, par un organisme accrédité pour vous donner certificat. Et ça, donc là, ces auditeurs, ben, ils vérifient est-ce que votre système déjà, est-ce qu'il est effectif, est-ce qu'il répond à l'ensemble des exigences, est-ce qu'il est efficace. Ben, tout ça, c'est vérifié par les auditeurs. Aussi bien, il y a le parti, par exemple, réglementation, qui peut être vérifiée par les inspecteurs de travail, ainsi que, par exemple, il y a parfois les audits des clients qui peuvent vérifier est-ce que vous respectez tout ce qui est exigence de santé et sécurité au travail. Donc, on peut avoir une vérification de notre système et le fonctionnement, est-ce qu'il est correct, oui ou non, ben, via plusieurs parties intéressées. Question suivante. Est-ce que la gestion des risques pour la sous-traitance se focalise uniquement sur l'activité sous-traitée ou sur l'ensemble du système?
Ben, déjà, ce qu'on fait, c'est des bonnes pratiques. Au niveau de la norme, il n'exige pas une manière spéciale de faire. Mais lorsque on fait l'accompagnement avec certaines entreprises, ben, on propose déjà pour faire qualifier les entreprises d'auditer et de voir leur système de management, que ce soit santé, sécurité au travail, qualité ou environnement, pour voir est-ce que déjà ils peuvent être agréés pour travailler avec l'entreprise en question. Après, bien évidemment, ben, on va vérifier sur le terrain, sur notre terrain, est-ce que, par exemple, est-ce qu'ils respectent est-ce qu'ils respectent l'ensemble des exigences, que ce soit réglementaire ou de notre système ou de leur système, que ce soit chez nous au niveau du système ou chez eux parfois, s'il y a les audits qu'on appelle clients. Parce que si lui, il est fournisseur, ben, l'entreprise et les clients, et ils peuvent faire les audits clients. Madame Iman? Madame Iman? En attendant de récupérer Madame Iman, je pense qu'il a eu un problème de connexion. Ben, je vous laisse mes coordonnées, mon adresse mail ainsi que mon numéro de téléphone. Ben, si vous avez d'autres questions, peut-être que on n'a pas eu l'occasion de répondre maintenant, ben, vous pouvez me contacter pour vous donner les réponses par la suite. Merci beaucoup, Monsieur Brada, pour votre présentation. Avec plaisir, madame. Je vous remercie. Je remercie l'ensemble de l'équipe d'organisation, ainsi bien spécialement notre cher ami Simej Dor, ainsi que l'ensemble de l'équipe de l'organisation pour l'ensemble de ces webinaires au niveau de ce mois sacré. Merci à vous et bonne soirée à l'ensemble de l'auditoire. Merci pour votre attention et participation. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. À la prochaine webinaire, Inch'Allah. Merci. إن شاء الله الله يصبحكم على خير. Merci, c'est Brada. Merci à vous. Merci. Merci. بارك الله عليكم، الله يصبحكم على خير كاملين وشكرا جزيلا. Merci à vous tous. Merci. Bonne soirée.